Bienvenue dans ma vidéo sur l'archétype du poisson. J'avais envie de vous présenter le signe du poisson dans cette vidéo d'astro-cheveux. L'astrologie légèrement tirée par les cheveux, c'est pas un slogan, c'est un clin d'œil parce que je trouve que l'astrologie est une discipline très mercurienne, très vierge et terre à terre, dans des listings et des décortiquages très précis et clairement ultra efficaces qui me donnent des complexes quand mon approche est neptunienne et bordélique alors que je ne suis même pas poisson. Mais c'est un signe que j'aime bien, je me penche comme lui vers l'imagination et le monde des métaphores et voilà, je me justifie encore. Je voulais aussi rebondir sur cette lunaison de pleine lune qui a lieu le 18 septembre et dont nous vivons les énergies et vous faire découvrir ou redécouvrir ce signe aquatique et mystique qui est la dernière étape dans la roue astrale, le dernier passage dans l'incarnation, la grande lessive de l'âme qui est censée avoir vécu chaque signe successivement pleinement et dans l'ordre des saisons. Démarrant par le bélier au printemps avec toute sa fougue et toute sa verve dehors, il est le premier de l'incarnation, puis vient le taureau avec la fertilité, les 5 sens exacerbés, sa stabilité aussi, et puis le gémeau, le premier à rencontrer l'autre et la dualité, bref, à chaque signe un nouveau dossier à explorer. Le poisson est en position 12, ce qui lui vaut d'être dans chaque rubrique astrologique le dernier de la liste. Celui dont le nom de famille commence par Z, obligé d'attendre et d'écouter religieusement tout le déroulé des horoscopes de ses congénères. Et c'est peut-être pour ça qu'il a tout compris d'ailleurs, il a déjà tout vu et tout entendu, par avance, en écoutant les exposés de ses camarades, en étant déjà passé par tous les états du zodiaque. Et c'est un peu le nœud du poisson, son intuition, sa prescience, la capacité d'empathie, son extrême sensibilité à l'extérieur, sa porosité spongieuse et l'amour inconditionnel qui lui colle aux écailles. Tous ces outils précieux qu'il possède dans sa besace de magicien, mais qu'il va devoir apprendre à utiliser dans cette vie en se perdant dans ses propres talents et travers. Il sera contraint de faire tout le chemin inverse, il devra retourner vérifier l'amour et la connexion qu'il a de manière innée. L'amour de quoi c'est qui, comment je le donne, comment je le reçois, dans quelles limites, et il devra aller chercher des validations à ses intuitions par des expériences, trouver le chemin du raisonnement et de la logique, afin de ne pas rester coincé dans son monde, comme séparé de son corps et des autres, dans un monde de rêves, d'utopie et d'illumination hallucinatoire. Voilà. Si on devait poser un décor pour comprendre le voyage du poisson dans le monde des émotions océaniques, on y mettrait sûrement celui de la petite sirène, mais pas celle de Disney, mais d'Andersen, l'histoire originelle parue en 1837. La petite sirène sans jambes et sans embâge est une mutante. Elle vit sous les mers mi-poisson mi-femme, son corps se meut agilement entre les flots, parfaite adaptation au moule de l'eau du poisson, elle vit dans les profondeurs, elle surnage dans ses émotions, elle respire l'air pur à ses heures perdues et elle sait des choses que les autres, ceux qui vivent en surface sur la terre, ne savent pas. Son monde est caché, mystérieux et invisible, c'est la parfaite métaphore du conscient, terre-lumière, et de l'inconscient, mer et obscurité. Ok, la petite sirène, elle excelle à se mouvoir entre deux mondes avec sa queue de poisson, le corps à l'air. Déjà, c'était bien, mais en plus, elle veut des pieds sur terre et le prince qui va avec, le beurre, l'argent du beurre et le cul du crémier. Lui, son truc, le crémier, c'est l'amour aussi, mais les pieds sur terre, un Vénusien pur souche. Il va qu'à ses occupations obsédé par la beauté des princesses et mu par les valeurs des traditions du mariage héritées de sa lignée royale. Elle n'est qu'amour et idéalisme, et lui, il est plus dans la raison et le respect des lois. Malgré l'aveuglement du prince qui la confond avec une autre dès le départ, l'illusion est reine, elle décide de sacrifier une partie d'elle-même, sa queue de poisson, pour être comme lui, elle s'ampute, et il n'y a pas de jeu de mots, pour aller vivre sur le territoire de son bien-aimé. Pour ce faire, elle va voir la sorcière qui lui donne un breuvage pour avoir des pieds, et le prix des pieds en paquet est cher au kilo. Elle perd sa langue, donc sa voix, son expression orale. Elle perd la faculté de communiquer et de chanter, mais c'est pas tout. Elle perd aussi son immortalité. La sorcière lui annonce que chaque pas sur terre sera douloureux comme marcher sur des couteaux aiguisés et que par-dessus le marché, si elle échoue à se faire aimer, elle disparaîtra dans l'écume pour l'éternité. Voilà, au niveau du sacrifice par amour, du don de soi, du déni de son individualité, de sa liberté, de son plaisir, de sa joie, on a le sauvetage aussi, elle l'a sauvé des eaux, on est bon, on a toutes les images, tous les travers de poissons qui sont en place, qui s'appellent des arêtes. On y retrouve aussi du travers, pas de porc, mais du cancer et de balance, dans cet oubli de soi, comme ça, de manière unilatérale. Parce qu'en face, l'autre qui se fourvoie du début à la fin sur l'objet de son amour, sans aucune connexion avec ses propres émotions, finit par se marier par convention et pression parentale avec la princesse du cru, sans grande surprise. La sorcière remet une couche de cruauté à la petite sirène, comme si c'était déjà pas assez. Elle lui dit « Ok, si tu tues le prince d'un coup d'épée, allez vas-y, tu peux revenir, on efface tout. »
Évidemment, la sirène préfère se jeter dans les eaux plutôt que de transpercer le prince de Bel-Air et finit épinglée au panthéon des princesses déchues, dévouées, seules et sacrifiées sur l'autel de l'amour inconditionnel. Heureusement, in extremis, la sorcière par charité chrétienne aquatique la transforme en fille de l'air, et ça c'est fou. Andersen avait-il des notions d'astrologie? Petite moralité astrologique personnelle tirée par la tignasse. Petit poisson, tu devras te jeter dans les bras de quelqu'un qui ne te convient pas, perdre tes atouts, ton amour-propre pour comprendre ta propre valeur et la préciosité de tes dons, mais seulement lorsque tu auras tout laissé les rênes de ta vie dans les mains de quelqu'un d'autre, pas plus expérimenté que toi, pour te transformer ensuite en fille de l'air, qui sont Mercure et le signe de la Vierge, des as de la vivisection, du décortiquage de personnalité, de raisonnement logique, de tri du bon grain de livret, du débriefing minutieux, de la prise de conscience, bref, du discernement final qui fait mal, parce que oui, toi tu t'es méprisé au détriment d'un abruti, mais qui était lui-même dénoué de tout discernement comme toi et qui ne t'en demandait pas tant d'amour. Tu as toujours eu ton libre arbitre. Revois ta copie parce que les contes c'est cruel, mais dans la vraie vie on a la possibilité de corriger si on se remet à travailler. L'amour est un travail et non une fuite ou une addiction pour combler ses lacunes et ses doutes. Ne jamais oublier de s'aimer en premier et de poser des limites saines. L'amour c'est la cerise mais pas la finalité du gâteau. Et merci Andersen qui lui avait sa Vénus en poisson et Neptune rétro en maison 11, c'est dire s'il aimait les autres jusqu'à se perdre lui-même, se noyer dans leur personnalité, un désir de fusion avec autrui tout en voulant le sauver, et qui nous a livré de bien beaux quoique cruels contes alambiqués. Voilà, c'était Claire d'Astro Cheveux, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.